Dans la nuit du 2 février 1882, au cœur de la Charente-Maritime d'après-reconstruction, il se produisit un événement qui défia toutes les certitudes sur le pouvoir, la race et la résistance dans le sud français. 11 des plus puissants propriétaires terriens de La Rochelle, des hommes qui contrôlaient plus de 19 000 hectares et la vie de milliers d'anciens esclaves, furent retrouvés morts dans leur demeure, à quelques heures d'intervalle, tous empoisonnés par une conspiration si sophistiquée qu'elle aurait attiré l'attention des enquêteurs criminels modernes. Ce que l'élite blanche de La Rochelle n'avait jamais soupçonné, c'est que leur sage-femme de confiance, une femme afro-antillaise douce et réservée nommée Antoinette Guillaume, avait passé des mois à planifier l'acte de vengeance le plus coordonné de l'après-esclavage, en utilisant uniquement sa connaissance des plantes locales et un réseau de femmes qu'il considérait comme invisibles. Il ne s'agissait pas de morts aléatoires, ni de crimes passionnels, mais d'une guerre botanique exécutée avec une précision scientifique, au beau milieu d'une fête créole qui paraissait inoffensive, transformant cette célébration en scène de justice que les tribunaux avaient refusé de rendre. En une seule nuit, une ancienne esclave transforma les liens de confiance et de dépendance qui avaient maintenu la suprématie blanche en véritables armes de destruction massive, bouleversant à jamais l'équilibre psychologique du pouvoir dans le sud profond de la France. Cette chaîne explore les histoires les plus sombres et les plus complexes de l'histoire française, là où l'oppression engendre des formes de résistance qui défient tout ce que nous pensons savoir sur la justice, la morale et la nature humaine. Si vous n'êtes pas prêt à affronter les réalités brutales de la façon dont des êtres désespérés ripostent contre des obstacles insurmontables, ce contenu n'est pas fait pour vous. Mais si vous voulez comprendre les récits méconnus de la résistance qui n'ont jamais trouvé place dans les manuels scolaires, abonnez-vous et dites-moi, d'où regardez-vous cette vidéo? Et avez-vous déjà entendu des murmures d'actes de résistance similaires dans l'histoire de votre région? L'année 1882 trouva la Charente-Maritime encore meurtrie par les blessures de la reconstruction, son système de plantation s'accrochant désespérément aux ombres d'une gloire passée, 17 ans après la fin de la guerre civile. Selon le recensement de 1880, conservé aux archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle demeurait l'épicentre d'une transition violente, où plus de 412 000 anciens esclaves naviguaient entre une liberté légale et un asservissement économique. L'air humide de février portait bien plus que la brise salée du port de La Rochelle. Il portait la tension d'une société où le métaillage avait remplacé les chaînes de l'esclavage par les entraves invisibles de la dette. L'élite des plantations s'était adaptée avec la ruse des survivants, passant du rôle de maître d'esclaves à celui de propriétaire terrien exerçant un contrôle économique avec le même point de fer qu'ils avaient autrefois utilisé pour manier le fouet. Des hommes comme Marc Dubois, qui possédait près de 1400 hectares de terres rizicoles le long de la Charente, maintenaient leur emprise à travers des contrats de métaillage et le recours à des cavaliers de nuit lorsque la coercition subtile échouait. Joseph Patenot contrôlait 5 domaines regroupés employant plus de 300 familles noires sous des conditions les maintenant perpétuellement endettées, tandis que Thomas Andrieux avait mis en place des contrats de travail si oppressifs que le bureau des affranchis l'avait enquêté à 2 reprises, bien que les témoins aient mystérieusement disparu. La communauté noire de La Rochelle avait développé des réseaux de survie complexes, construits autour d'institutions qui prospéraient entre la liberté légale et l'oppression pratique. La culture créole offrait un soutien spirituel et un savoir pratique qui permettaient aux communautés de résister à des générations de brutalité, les églises servant à la fois d'école, de salle de réunion et de réseau d'information que les propriétaires terriens n'avaient jamais réellement compris. Ce que l'élite blanche ignorait, c'est que leurs anciens esclaves observaient, apprenaient et mémorisaient chaque cruauté, chaque promesse brisée, chaque acte de violence commis pour préserver leur mode de vie. La vie spirituelle des Noirs à La Rochelle en 1882 se situait dans un clair-obscur entre un christianisme imposé et des traditions africaines ayant survécu à la traversée en fragments et en murmures. Selon les registres conservés par l'Église méthodiste épiscopale africaine, préservés dans les archives du Centre de recherche de Saintes, les rassemblements religieux officiels étaient tolérés tant qu'ils demeuraient strictement chrétiens et politiquement inoffensifs. Mais sous cette surface, des pratiques plus anciennes prospéraient, des chants circulaires rappelant les cérémonies d'Afrique de l'Ouest, des rituels de racines mêlant savoirs herboristes et croyances spirituelles, ainsi que des fêtes saisonnières honorant les liens ancestraux que les autorités blanches n'avaient jamais réellement compris.
Parmi ces gardiennes du savoir ancien, Antoinette Guillaume possédait une combinaison de statut légal, de compétences pratiques et d'autorité spirituelle qui la rendait singulièrement puissante. Née de parents ayant acheté leur liberté avant la guerre, elle avait appris de sa mère Jeanne non seulement l'art de l'accouchement, mais aussi les mystères plus profonds des plantes capables de guérir les blessures, soulager la douleur, prévenir les grossesses et donner la mort en imitant les symptômes de causes naturelles. Les journaux médicaux de la docteure Reine Harrison documentent un schéma inquiétant d'accidents frappant des femmes noires qui avaient résisté aux avances d'employeurs blancs, créant un contexte où les savoirs traditionnels en matière de guérison devenaient essentiels, tant pour la survie physique que spirituelle. La célébration créole annuelle sur les plages de La Rochelle avait évolué en quelque chose de bien plus significatif que ce que les observateurs blancs imaginaient, servant à la fois de renouvellement spirituel et de réseau secret d'information où circulaient des messages entre des femmes dont les positions domestiques les rendaient presque invisibles, témoins des vulnérabilités les plus intimes du pouvoir. Ce que les propriétaires terriens n'auraient jamais pu imaginer, c'est que leurs servantes de confiance construisaient des réseaux qui allaient bientôt transformer leur confortable certitude sur la hiérarchie raciale en arme de destruction sans précédent. Antoinette Guillaume vint au monde au printemps 1845, dans une La Rochelle rythmée par l'esclavage, mais déjà porteuse des germes d'une future tourmente. Son père, Benoît, avait gagné sa liberté après 20 années de labeur dans les chantiers navals, achetant la sienne et celle de Jeanne pour 1800 francs or, une transaction consignée dans les registres du tribunal de La Rochelle. Jeanne Guillaume s'était bâtie une réputation comme l'une des sages-femmes les plus compétentes de la ville, aussi à l'aise pour mettre au monde les enfants des riches planteurs dans leurs hôtels particuliers, du quai du carénage, que pour aider les femmes esclaves à accoucher dans des chambres étroites, enseignant à Antoinette l'art de reconnaître les signes subtils, distinguant les naissances difficiles des accouchements ordinaires. L'éducation qu'Antoinette reçut englobait une compréhension raffinée de la flore locale de la Charente, transmise depuis des générations de guérisseurs africains. Jeanne conservait en mémoire un catalogue détaillé des plantes médicinales, la phytolaque pour les rhumatismes, l'écorce de saule pour la fièvre, mais elle enseignait aussi des usages plus sombres, comment la digitale pouvait fortifier un cœur défaillant, ou arrêter net un cœur en bonne santé, comment la beauté du laurier rose dissimulait un poison mortel, comment certaines combinaisons végétales pouvaient produire des symptômes que les médecins prendraient pour une maladie naturelle. Le journal du docteur Edmond Ravel documente plusieurs familles rochelaises de renom ayant perdu des membres à la suite de maux mystérieux défiant tout diagnostic, des décès toujours attribués à de faibles constitutions ou à des actes de Dieu. À l'âge de 12 ans, Antoinette eut son premier aperçu de l'âme de l'élite blanche de La Rochelle, en assistant à l'accouchement du troisième enfant de Marc Dubois, découvrant qu'il abusait d'une jeune domestique de 16 ans, Ruth, qui mourait de complications de grossesse que Dubois refusait de reconnaître. Lorsque Jeanne tenta d'intervenir médicalement, Dubois la frappa et les chassa de sa propriété, menaçant de les faire arrêter si elles parlaient de ce qu'elles avaient vu. Ruth mourut 3 heures plus tard, enterrée dans une fosse anonyme, tandis que Dubois célébrait son héritier légitime au champagne et au cigare, un moment qui s'imprima à jamais dans la mémoire d'Antoinette, attendant l'instant propice où un tel savoir pourrait se révéler terriblement utile. En 1875, Antoinette Guillaume s'était imposée comme l'une des sages-femmes les plus recherchées de La Rochelle, sa réputation reposant sur sa compétence médicale, sa discrétion et son étonnante capacité à être présente lors des moments les plus intimes des familles, qu'elles soient noires ou blanches. L'annuaire de la ville de La Rochelle la mentionne comme « à Guillaume, sage-femme et herboriste, avec une adresse rue Saint-Nicolas, au cœur de la communauté noire libre. » Sa pratique lui donnait un accès sans précédent à des espaces privés où l'élite rochelaise se croyait à l'abri des regards indiscrets, chambres à coucher, cuisine, nurserie, où les conversations coulaient librement autour d'une femme qu'on considérait à peine comme une simple prestataire de service. Sa spécialisation en médecine botanique avait largement dépassé les enseignements de sa mère, englobant une compréhension raffinée de la flore du littoral charentais qui rivalisait avec celle de médecins formés à l'université. Selon les spécimens végétaux donnés au musée de La Rochelle par le docteur Henri Ravel en 1879, la côte atlantique recelait plus d'une trentaine d'espèces aux propriétés psychoactives ou toxiques notables. Antoinette les avait toutes localisées et étudiées,
apprenant non seulement leurs usages traditionnels, mais aussi leur potentiel dangereux. Comment les graines de ricin pouvaient imiter les symptômes du choléra, comment le laurier des montagnes pouvait provoquer une défaillance cardiaque semblant naturelle, comment certaines combinaisons d'herbes pouvaient créer des réactions différées, se manifestant plusieurs heures après ingestion. L'esprit stratégique qui allait concevoir la revanche la plus audacieuse de l'histoire commença à émerger à la fin des années 1870, tandis qu'Antoinette construisait silencieusement des réseaux d'information, s'étendant à travers la communauté noire de La Rochelle et jusque dans les foyers blancs où elle travaillait. Elle entretenait des relations avec des sages-femmes, des cuisinières, des gouvernantes et des blanchisseuses grâce à de petites faveurs, remèdes à base de plantes, assistance lors des accouchements, conseils en planification familiale, créant ainsi des liens de loyauté et de dépendance mutuelle. Ce que ces familles n'auraient jamais soupçonné, c'est que leur sage-femme de confiance conservait dans sa mémoire des archives détaillées de leurs moments les plus vulnérables, classant ce savoir avec la précision méthodique de quelqu'un qui comprenait que l'information, appliquée à bon escient, pouvait devenir l'arme la plus puissante qui soit. L'hiver 1881-1882 avait été particulièrement rigoureux en Charente-Maritime, le gel détruisant les jeunes pousses de riz et plongeant les familles de métayers encore plus profondément dans la dette envers les propriétaires blancs. Selon les relevés de la station météorologique de La Rochelle, conservés aux archives nationales, le mois de janvier 1882 connut 6 nuits consécutives en dessous de zéro, dévastant les récoltes et laissant les familles noires face à la famine avant la saison suivante. Dans ce contexte de désespoir économique, Marc Dubois prit une décision qui scellerait son destin. Il annonça son intention de vendre 3 enfants esclaves, âgés de 7, 9 et 11 ans, à des négociants en coton de Bordeaux prêts à payer des prix élevés pour de jeunes bras capables de travailler au champ. Les enfants appartenaient à Sarah Michel, une métayère qui travaillait les terres de Marc Dubois depuis la fin de la guerre, croyant que la liberté légale signifiait que sa famille ne pourrait plus jamais être séparée par la vente. Selon le témoignage du révérend Maurice Brun, Sarah supplia Dubois de revenir sur sa décision, lui proposant de céder la totalité de sa part de récolte et de travailler sans salaire pendant 5 ans, s'il acceptait de garder ses enfants à La Rochelle. Dubois se moqua de son désespoir, expliquant que les contrats de travail comportaient des clauses lui permettant de transférer les ouvriers sans préavis, un langage juridique recréant effectivement l'esclavage sous couvert d'accords de travail libre. Le 23 janvier 1882, Sarah Michel s'enchaîna au poteau de fouet au centre de la plantation de Dubois, tentant une ultime fois d'empêcher la vente. La Gazette de La Rochelle en fit une brève mention, reléguée en 7e page, décrivant l'événement comme un « léger désordre » impliquant une femme de couleur hystérique. Ce que le journal ne rapporta pas, c'est l'ordre de Dubois de laisser Sarah enchaîner 3 jours sans nourriture ni eau, afin d'en faire un exemple pour les autres ouvriers. Sarah mourut au matin du 3e jour. Son corps retrouvé par les travailleurs au début de leur labeur, ses mains toujours tendues vers la route où elle avait vu pour la dernière fois, ses enfants chargés dans une charrette en partance pour Bordeaux. Février 1882 arriva avec une douceur inhabituelle que les anciens interprétèrent comme le signe de troubles à venir, les températures atteignant près de 25 degrés, tandis que la mousse espagnole oscillait dans les brises humides, chargée du parfum de jasmin précoce qui flottait dans les rues de La Rochelle. La fête créole annuelle prévue pour le 2 février sur la plage des Minimes avait pris une signification particulière à mesure que se répandait la nouvelle de la mort de Sarah Michel et de la brutalité croissante avec laquelle les propriétaires blancs imposaient leur contrôle économique. Selon les registres de Maman Rose Vauclair, près de 200 familles prévoyaient de participer, le plus grand rassemblement en plus de 10 ans, marqué par l'intérêt inhabituel de familles blanches influentes qui considéraient cette curieuse fête locale comme un divertissement exotique. Antoinette Guillaume s'était portée volontaire pour coordonner les préparatifs culinaires, un rôle qui la plaçait au centre de l'organisation logistique, tout en lui fournissant une couverture parfaite pour des activités n'ayant rien à voir avec l'hospitalité. Sa réputation de cuisinière talentueuse et de femme au caractère irréprochable faisait d'elle le choix naturel pour superviser les plats traditionnels, riz créole, crevettes et semoule, tartes de patates douces et pralines qui étaient devenues des incontournables de la fête. Les marchands du marché central de La Rochelle remarquèrent des achats inhabituels au cours de la dernière semaine de janvier. De grandes quantités de sucre, de noix de pécan et de mélasse
laissant penser que quelqu'un prévoyait une production de pralines à l'échelle industrielle, sans imaginer qu'Antoinette se procurait également des ingrédients venant de filières bien éloignées du commerce alimentaire légitime. La préparation spirituelle impliquait des cérémonies de purification rituelle dans des lieux cachés où la communauté noire de La Rochelle maintenait ses liens africains, à l'écart des autorités blanches qui ne toléraient la célébration que lorsqu'elle paraissait inoffensivement folklorique. Le journal privé de Maman Rose Vauclair décrit des rassemblements nocturnes, au cours de la dernière semaine de janvier, où Antoinette participa à des cérémonies dépassant largement les simples rites de purification précédant habituellement la fête, parlant en langage codé de préparation pour la justice et de appel aux ancêtres pour guider une action juste. Ce que les familles blanches, venues assister en spectatrices, ne pouvaient imaginer, c'est que leur présence avait non seulement été anticipée, mais soigneusement intégrée au plan, faisant d'elles, à leur insu, des acteurs dans un drame chorégraphié, avec la précision militaire et le poids spirituel d'un rituel sacré. Dans l'arrière-salle exiguë de sa maison de la rue Saint-Nicolas, derrière des rideaux tirés pour se protéger des regards indiscrets, Antoinette Guillaume passa les derniers jours de janvier 1882 à un travail qui aurait glacé d'effroi quiconque en aurait compris le véritable but. Selon l'inventaire de ses biens dressé plusieurs décennies plus tard, son espace de travail contenait des mortiers, des pilons, des fioles de verre et des pots de céramique qui auraient pu appartenir à n'importe quel herboriste expérimenté, mais les substances qu'elle y préparait n'avaient rien à voir avec la guérison, et tout à voir avec une justice que le système légal s'était montré incapable de rendre. Utilisant des savoirs transmis par des générations de guérisseurs africains, elle créait des composés si élaborés qu'ils auraient impressionné des chimistes formés à l'université. La précision technique exigée nécessitait une compréhension des dosages, du temps d'action et des modes d'administration, allant bien au-delà des simples remèdes populaires. Pour les pralines de la fête, elle prépara une poudre fine à partir de graines de ricin traitées et concentrées en ricine, provoquant des symptômes d'intoxication alimentaire plusieurs heures après ingestion, laissant aux victimes le temps de rentrer chez elles avant que le poison ne fasse effet. Le whisky reçut un traitement différent, des extraits de pétales de digital capables d'induire des palpitations et un arrêt cardiaque paraissant naturel, surtout chez les hommes âgés ayant des antécédents d'alcool excessif. La tarte de patates douces destinée à la famille Andrieux contenait des composés de feuilles de laurier rose soigneusement travaillées pour en retirer l'amertume tout en concentrant les glycosides toxiques. Le réseau de femmes chargé d'exécuter ce plan avait été recruté avec la même précision méticuleuse qui caractérisait le reste de l'opération. Marie-Françoise Janson devait s'occuper de la distribution du whisky empoisonné à Marc Dubois et à d'autres. Bénédicte Vauclair devait gérer les pralines mortelles pour la famille Patenot, et Rose Tournier reçut des ingrédients spécifiques pour le dernier repas de Thomas Andrieux. Chacune connaissait parfaitement son rôle et le moment précis où elle devait agir afin que toutes les cibles soient atteintes dans le même laps de temps, rendant impossible aux autorités de relier les décès entre eux ou de remonter à leur source, exploitant ainsi les mêmes liens de confiance que les familles blanches avaient utilisés pour maintenir le contrôle sur leurs anciens esclaves. Le soir du 1er février 1882, la communauté noire de La Rochelle se rassembla dans des cours intérieures dissimulées et des ruelles à l'abri des regards pour des préparatifs rituels précédant toute grande célébration créole. Selon les études ultérieures de l'anthropologue Elizabeth Parson sur la culture insulaire atlantique, ces cérémonies remplissaient plusieurs fonctions: purification spirituelle, cohésion communautaire et transmission d'informations par des réseaux invisibles aux yeux du pouvoir blanc. Dans la maison de Maman Rose Vauclair, rue Saint-Louis, se tint le rassemblement le plus important, derrière des volets clos, où des guides spirituels menaient des cérémonies allant bien au-delà des coutumes folkloriques inoffensives que les observateurs blancs apercevaient parfois. Antoinette Guillaume arriva portant une sacoche de cuir contenant des offrandes pour les ancêtres, mais tous ceux qui étaient présents comprenaient qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus significatif dans le contexte de ce que chacun savait être en préparation. Maman Rose dirigea une cérémonie de bénédiction, demandant la protection pour les participants à la fête et plus particulièrement pour celles et ceux qui devaient accomplir l'œuvre de justice pour nos enfants et nos morts. Selon le témoignage de Célia Brun, recueilli en 1936, Antoinette s'agenouilla devant un autel improvisé, décoré de photographies de victimes de lynchage, parmi lesquelles l'image récente de Sarah Michel, tandis que Maman Rose oignait ses mains et parlait dans un mélange de créole,
de Français et de dialectes ouest-africains ayant survécu à la traversée. Le rituel atteignit son apogée lorsque Maman Rose posa ses mains sur les épaules d'Antoinette, s'adressant directement aux esprits ancestraux et leur demandant de guider ses gestes et d'accepter les offrandes qui allaient être faites en leur honneur. Les témoins rapportèrent avoir ressenti un changement atmosphérique palpable, comme si des présences invisibles s'étaient rassemblées pour observer et approuver ce qui se préparait, tandis qu'Antoinette semblait subir une transformation. Son calme habituel cédant la place à quelque chose de plus dur, de plus concentré, comme si elle entrait enfin dans un rôle qui l'attendait depuis l'enfance. Lorsque l'assemblée se dispersa avant l'aube, nul n'aurait pu imaginer qu'il venait d'assister à la dernière préparation spirituelle d'un acte de vengeance si vaste qu'il allait bouleverser à jamais l'équilibre des pouvoirs à La Rochelle. Le matin du 2 février 1882 se leva clair et doux sur la côte charentaise, avec de légères brises portant l'odeur des marais salants et du jasmin en fleurs jusque sur la plage des Minimes, où des centaines de personnes commençaient à se rassembler pour ce qui allait devenir la plus célèbre célébration créole de La Rochelle. Selon les relevés des marées de la capitainerie du port, la marée basse de 10h47 offrait des conditions idéales pour les cérémonies traditionnelles, consistant à entrer dans les eaux peu profondes afin d'y déposer des offrandes aux ancêtres. À midi, la plage offrait un tableau parfaitement innocent. Des familles allongées sur des couvertures, des enfants courant entre les tamaris, des femmes âgées disposant des offrandes florales sur des autels de bois flottés, tandis que les spectateurs blancs, postés à distance respectueuse, étaient incapables de percevoir la tension électrique qui parcourait les participants noirs. Antoinette Guillaume se déplaçait dans la foule avec une grâce assurée, consciente que chaque instant avait été chorégraphié avec une précision mortelle, saluant des proches, tout en observant les propriétaires terriens blancs qui avaient accepté l'invitation à assister à la fête depuis un espace réservé près des grandes tables de nourriture. Marc Dubois arriva à 14h15, accompagné de son épouse Éléonore et de ses enfants adultes, affichant des attitudes faussement progressistes, en goûtant aux plats traditionnels et en engageant des conversations condescendantes avec des anciens noirs qui dissimulaient leurs véritables sentiments derrière des expressions de gratitude forcée. Joseph Patenot fit son apparition avec 3 associés venus de Bordeaux, considérant la fête comme un divertissement exotique, tandis que Thomas Andrieux arriva seul, conservant cette distance hautaine qui faisait de lui le propriétaire terrien le plus redouté de La Rochelle. La première phase commença exactement à 15h30, lorsque Marie-Françoise Janson s'approcha de la table des rafraîchissements où Marc Dubois goûtait au mets avec l'enthousiasme d'un touriste. Janson, dont la réputation de service discret faisait d'elle une présence régulière lors des événements exclusifs de la ville, offrit à Dubois un whisky vieilli qu'elle présenta comme une réserve spéciale destinée aux invités d'honneur. Le poison insipide et inodore qu'Antoinette avait préparé s'absorberait assez lentement pour que les effets ne commencent que plusieurs heures plus tard, laissant à Dubois le temps de rentrer chez lui et d'attribuer ses symptômes à une insolation, tandis que Bénédicte Vauclair présentait simultanément à Joseph Patenot des pralines issues de sa recette familiale secrète, des friandises dissimulant parfaitement les composés amers des graines de ricin qui commenceraient leur œuvre mortelle en 4 à 6 heures. Le premier signe qu'un drame irréversible était en cours apparut à 19h45, lorsque Marc Dubois s'effondra dans le vestibule de son hôtel particulier de la rue du Quai Est, se tenant la poitrine, alors que son cœur luttait contre l'extrait de digital qui s'était accumulé à des niveaux toxiques depuis l'absorption du whisky empoisonné par Marie-Françoise Janson 4 heures plus tôt. Selon le rapport médical du docteur Samuel Porchet, déposé auprès du coroner de la Charente-Maritime, Dubois présentait les symptômes classiques d'une intoxication digitalique, battements cardiaques irréguliers, nausées, confusion et une vision teintée de jaune, signe d'une toxicité sévère des glycosides cardiaques. Son épouse Éléonore envoya aussitôt un domestique chercher le docteur Porchet, qui arriva en 20 minutes mais trouva Dubois déjà inconscient et hors de portée de toute intervention, mourant à 20h12, tandis que sa famille terrifiée attribuait sa mort au stress des affaires et à une vie entière de consommation excessive d'alcool. De l'autre côté de la ville, Joseph Patenot subissait les premiers stades de l'empoisonnement atrocement lent à la ricine, les protéines toxiques des graines de ricin détruisant systématiquement la structure cellulaire de son système digestif en l'espace de 4 heures. Patenot était revenu de la fête de très bonne humeur, louant les pralines de Bénédicte Vauclair comme les plus délicieuses confiseries qu'il ait jamais goûtées, mais dès 20h30, il souffrait de violentes crampes
et de vomissements sanglants qui plongèrent son épouse Marguerite dans l'hystérie. Le docteur Benjamin Huger trouva Patenaude en état de choc, avec une température corporelle dangereusement basse et un pouls rapide, un effondrement systémique progressif touchant tous les organes simultanément, phénomène inédit en 20 ans de pratique. À la plantation de Thomas Andrieux, sur les bords de la Charente, le propriétaire reclus était rentré chez lui pour découvrir que la cuisinière Rose Tournier avait préparé un dîner spécial en son honneur, à la suite de sa présence à la fête. Andrieux, rarement enclin à apprécier les efforts de ses domestiques, se montra exceptionnellement élogieux au sujet de la tarte de patates douces qui concluait le repas, remarquant une saveur unique qu'il ne parvenait pas à identifier, une douceur subtile provenant déjà des extraits de laurier rose qui attaquaient son système cardiovasculaire. À 21h15, Andrieux ressentit des douleurs thoraciques qui dégénérèrent rapidement en crise cardiaque complète, les glycosides concentrés submergeant le rythme normal de son cœur. Il mourut à 21h43, après près d'une heure de battements de plus en plus erratiques, sous les yeux terrorisés de ses domestiques qui avaient reçu l'ordre de le laisser seul. Dans les heures qui suivirent immédiatement la vague de décès frappant l'élite des plantations de La Rochelle, Antoinette Guillaume détruisit méthodiquement toute trace pouvant la relier au plus sophistiqué empoisonnement collectif de l'histoire criminelle française. Selon l'inventaire de police dressé 3 mois plus tard, sa maison de la rue Saint-Nicolas montrait des signes de nettoyage en profondeur, allant bien au-delà de l'entretien habituel. Sol récuré à la lessive de soude, murs lavés au vinaigre, pas un seul flacon de verre ni mortier subsistant de ce que les voisins décrivaient comme une vaste collection d'herboristerie. Les cendres de la cheminée, encore tièdes lorsque les enquêteurs les examinèrent des semaines plus tard, contenaient des fragments de végétaux brûlés et des restes de documents en papier, mais rien d'assez identifiable pour constituer une preuve. Contrairement à l'anxiété tremblante que l'on aurait pu attendre de quelqu'un venant de commettre plusieurs meurtres, les témoins ayant croisé Antoinette dans les jours suivants décrivirent une femme paraissant presque anormalement calme et concentrée, vaquant à ses occupations quotidiennes, avec une précision méthodique, mais laissant transparaître une satisfaction impossible à dissimuler. Marie-Françoise Janson déclara plus tard, aux enquêteurs, que Antoinette n'avait montré aucun remords, expliquant que chaque mort représentait une justice rendue pour des centaines de cruautés restées impunies, sa seule préoccupation étant d'assurer la protection des autres femmes impliquées. La planification minutieuse qui avait caractérisé chaque aspect de la conspiration s'étendait jusque dans ses suites, Antoinette ayant préparé des alibis détaillés et des récits de couverture pour chaque participante, capables de résister à tout examen superficiel de la part des autorités. Plus important encore, Antoinette s'assura que la connaissance des plantes précises utilisées et de la manière dont elles avaient été préparées mourait avec elle, rendant pratiquement impossible aux enquêteurs de reproduire ces méthodes ou de comprendre exactement comment elle avait réussi à tuer 11 hommes avec une telle précision et coordination. Ce que les autorités ne comprendraient jamais pleinement, c'est que l'absence apparente de remords d'Antoinette ne provenait pas d'une froideur insensible, mais d'un profond sentiment qu'elle avait enfin rééquilibré une balance restée chargée contre son peuple pendant des générations, transformant un savoir traditionnellement destiné à la guérison en instrument de justice que le système légal s'était révélé incapable de rendre. La police de La Rochelle n'avait jamais été confrontée à une crise semblable à celle qui engloutit la ville dans le sillage de ce que les journaux allaient appeler la nuit des 11 morts, un empoisonnement collectif coordonné qui dépassait largement les capacités d'enquête de 1882. Selon son rapport officiel déposé auprès du procureur de la Charente-Maritime, le commissaire principal Daniel Ravel refusa d'abord de croire que les décès simultanés de 11 grands propriétaires terriens puissent être autre chose qu'une coïncidence extraordinaire, peut-être de la nourriture contaminée ou un empoisonnement environnemental touchant plusieurs familles. La science médico-légale primitive n'offrait alors aucun moyen fiable de détecter les toxines végétales dans les tissus humains, d'autant plus que les victimes avaient été embaumées et enterrées avant que quiconque ne soupçonne un meurtre. L'enquête fut entravée non seulement par les limites techniques, mais aussi par les présupposés fondamentaux qui régissaient la manière dont les autorités blanches percevaient la capacité de la communauté noire à organiser une résistance. Le rapport préliminaire du commissaire Ravel se concentra sur l'hypothèse d'un seul empoisonneur agissant seul, peut-être un domestique mécontent ayant eu accès à la maison, ou un marchand ayant contaminé les denrées de la fête. L'idée que des esclaves ou d'anciens esclaves aient pu planifier et exécuter une opération aussi sophistiquée
était littéralement impensable pour des enquêteurs qui avaient passé leur carrière à considérer la résistance noire comme de simples révoltes spontanées ou des actes isolés de violence. Un angle mort qui s'avéra crucial pour le succès de la conspiration. Les méthodes d'enquête reflétaient les réalités brutales de l'après-reconstruction, avec des dizaines de suspects noirs soumis à des interrogatoires qui, selon toute norme objective, relevaient de la torture. Les cellules du sous-sol de la prison de La Rochelle accueillirent jusqu'à 40 hommes et femmes noirs durant l'instruction, battus à coups de lanières de cuir et privés de nourriture ou d'eau pendant plusieurs jours afin d'extorquer des aveux. Marie-Françoise Janson endura 6 jours d'un tel traitement avant d'être relâchée faute de preuves, tandis que Bénédicte Vauclair passa 2 semaines en détention avant que son alibi lié au service religieux, confirmé par plus de 50 paroissiens, ne convainc enfin les autorités de son innocence. L'enquête, centrée sur la coercition physique plutôt que sur la recherche méthodique de preuves, reflétait à la fois les préjugés de l'époque et une incompréhension fondamentale de ce à quoi elle faisait face. La protection dont bénéficia Antoinette Guillaume au cours de l'enquête ne résultait pas seulement d'une planification minutieuse, mais aussi du profond respect et de la loyauté qu'elle avait suscité au sein de la communauté noire de La Rochelle, après des décennies de service comme sage-femme et guérisseuse. Sa réputation de femme au caractère irréprochable, attestée dans des témoignages venus à la fois de familles noires et blanches qu'elle avait servies, créait un fossé de crédibilité que les enquêteurs ne parvenaient pas à combler avec les preuves circonstancielles qu'ils avaient réunies. Selon les dossiers de la gendarmerie de la Charente-Maritime, pas moins de 12 familles blanches influentes fournirent des déclarations écrites attestant de la moralité et de la compétence professionnelle d'Antoinette, rendant politiquement dangereux pour les autorités de poursuivre des accusations contre une personne jouissant d'un soutien si large au sein même de la classe que l'enquête était censée protéger. La fermeture progressive du filet d'enquête commença à la fin du mois d'avril 1882, lorsque l'inspecteur Samuel Huger découvrit que plusieurs femmes interrogées possédaient une connaissance des plantes allant bien au-delà des simples remèdes populaires. Dans son rapport confidentiel, Huger nota qu'au moins 6 femmes avaient été vues rendant visite à la maison d'Antoinette dans les semaines précédant la fête, officiellement pour des consultations médicales de routine, mais probablement pour des raisons n'ayant rien à voir avec des soins légitimes. Plus accablant encore fut le témoignage de Jacques Michel, le mari veuf de Sarah, qui affirma aux enquêteurs qu'Antoinette avait rendu visite à leur foyer après la mort de sa femme et prononcé des paroles laissant entendre qu'une forme de représailles était en préparation. L'affaire atteignit son paroxysme au début du mois de mai, lorsque le commissaire Ravel, sous la pression intense des familles des victimes et des autorités départementales réclamant des arrestations, décida de convoquer Antoinette pour un interrogatoire officiel malgré l'absence de preuves directes. Les 3 jours d'interrogatoire révélèrent une femme dont le calme et l'intelligence impressionnèrent même ses accusateurs, selon les procès-verbaux sténographiés conservés, répondant à chaque question avec une précision sereine et offrant de se soumettre à tout examen physique susceptible de prouver son innocence. L'enquête fut officiellement close le 15 mai 1882, lorsque Ravel déposa son rapport final reconnaissant que, bien que de fortes suspicions existaient, les preuves recueillies étaient insuffisantes pour soutenir des poursuites pénales, un échec qui entrait la réputation du commissariat pendant des années et laisserait les familles des victimes avec des questions jamais satisfaisamment résolues. Les conséquences psychologiques d'avoir orchestré 11 meurtres commencèrent à se manifester chez Antoinette Guillaume durant l'été 1882, lorsque l'adrénaline et la fureur justicière qui l'avaient portée firent place à un mélange complexe de satisfaction, d'épuisement et de souvenirs obsédants qui la hanteraient toute sa vie. Selon le journal personnel du révérend Maurice Brun, conservé à la Société historique de la Charente-Maritime, Antoinette se mit à fréquenter les offices de l'église méthodiste africaine de La Rochelle avec une assiduité inhabituelle, restant souvent après le culte pour prier seule dans le sanctuaire pendant des heures, murmurant à Dieu ou aux ancêtres, demandant pardon non pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour la part d'elle-même qui avait pris plaisir à voir mourir ses ennemis. L'isolement qu'Antoinette ressentait fut renforcé par la dispersion progressive des femmes qui avaient participé à la conspiration, plusieurs d'entre elles trouvant impossible de continuer à vivre avec le poids de leurs actes. Marie-Françoise Janson, dans une lettre adressée à sa sœur installée à Nantes et retrouvée en 1923, décrivait le sentiment d'avoir perdu son âme en obtenant justice pour sa communauté,
incapable de regarder la nourriture ou les boissons sans se rappeler les poisons administrés. Bénédicte Vauclair développa ce que l'on reconnaîtrait aujourd'hui comme un trouble de stress post-traumatique sévère, devenant incapable de préparer des repas sans subir de crise de panique, tandis que Rose Tournier, qui avait sincèrement éprouvé de l'affection pour Thomas Andrieux malgré ses cruautés, ne put ni dormir ni s'alimenter normalement pendant des mois après sa mort. La transformation de la pratique de guérisseuse d'Antoinette Guillaume reflétait un changement fondamental dans sa compréhension de sa propre nature et de sa mission lorsqu'elle développa ce qu'elle décrivit comme une nouvelle alliance avec le savoir des plantes qui l'avait rendue à la fois guérisseuse et meurtrière. Dès l'automne 1882, elle refusa de traiter toute affection qui n'était pas directement liée à la préservation de la vie ou à l'atténuation de la souffrance, écartant les patients, cherchant des remèdes à base de plantes pour des maux bénins et se concentrant exclusivement sur les urgences médicales graves. Son vaste jardin d'herbes fut progressivement replanté de fleurs et de légumes sans usage thérapeutique, une transformation symbolique d'outils de mort en source de vie. La dévastation économique provoquée par la mort simultanée de 11 des plus puissants propriétaires terriens de la région de La Rochelle créa un vide de pouvoir qui transforma profondément l'agriculture post-reconstruction dans tout le littoral charentais. Selon les données du recensement agricole de 1883, les domaines combinés représentaient plus de 19 000 hectares de terres rizicoles et cotonnières de première qualité, soit près de 15% de la production agricole du département, et employaient plus de 2400 familles de métayers sous des contrats, qui avaient effectivement recréé les conditions économiques de l'esclavage. L'absence soudaine de ces patriarches laissa les domaines entre les mains de veuves, de fils inexpérimentés et de parents éloignés dépourvus à la fois du savoir-faire et de la détermination impitoyable nécessaire pour maintenir l'efficacité brutale qui avait rendu le système des plantations rentable. L'impact psychologique sur l'élite blanche restante de La Rochelle fut peut-être encore plus profond que les perturbations économiques, car la prise de conscience de leur vulnérabilité face à une attaque coordonnée brisa les certitudes sur la hiérarchie raciale qui gouvernait la société depuis l'époque coloniale. La correspondance privée entre propriétaires terriens révèle une paranoïa frisant l'hystérie dans les mois suivant la clôture de l'enquête. Le colonel Jacques Dréau engagea des goûteurs armés et des gardes, tandis que le juge Guillaume Elie dormait avec des pistolets chargés et refusait toute réunion sociale où il pourrait croiser des domestiques noirs dont il ne pouvait vérifier la loyauté. Ce climat de suspicion entraîna une vague de renvois, les familles blanches, congédiant de vieux serviteurs sur la base de simples spéculations nerveuses, démontrant à quel point la conspiration avait ébranlé les fondements psychologiques de la suprématie blanche. Les conséquences involontaires des réactions excessives dictées par la peur accélérèrent en réalité les changements que les propriétaires terriens assassinés avaient tenté d'empêcher de leur vivant. Les employeurs blancs, devenus paranoïaques, se retrouvèrent de plus en plus isolés des travailleurs noirs dont ils avaient pourtant désespérément besoin. Nombre de familles commencèrent à offrir des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail comme incitation à la loyauté, tandis que d'autres abandonnèrent la gestion directe de leurs terres au profit de baux, conférant aux cultivateurs noirs une plus grande autonomie et une part plus importante des récoltes. Les archives de la Chambre de commerce de La Rochelle documentent une augmentation significative de la propriété foncière noire durant cette période, les propriétaires blancs décidant qu'il valait mieux vendre leurs biens plutôt que de vivre dans l'angoisse permanente de devoir gérer des ouvriers potentiellement hostiles. Les mois qui suivirent le succès de la conspiration virent Antoinette Guillaume se transformer de justicière implacable en enseignante de formes plus subtiles de résistance, alors que de jeunes femmes noires de toute La Rochelle commencèrent à solliciter ses conseils pour protéger leur famille et elles-mêmes face à l'oppression persistante. Bien qu'elle refusât de partager son savoir sur les préparations létales à base de plantes, Antoinette se mit à enseigner à des dizaines de femmes l'usage d'herbes capables de prévenir les grossesses ou de provoquer des avortements sûrs, un savoir qui devint une puissante forme de résistance passive contre un système qui considérait les enfants noirs comme de futurs biens. Selon les récits oraux recueillis par l'administration des travaux publics dans les années 1930, ces connaissances en matière de reproduction se répandirent à travers les réseaux de sages-femmes et de guérisseuses de la région, constituant l'un des premiers mouvements organisés de contrôle des naissances de l'histoire française. Antoinette enseigna également à d'autres femmes l'usage de plantes capables de provoquer des maladies temporaires mais convaincantes,
permettant aux esclaves et aux métayers de manquer au travail lorsqu'ils avaient besoin de repos, ou souhaitaient saboter la productivité sans éveiller de soupçons. Le savoir concernant certaines herbes pouvant entraîner l'impuissance masculine fut transmis discrètement aux domestiques, confrontés au harcèlement sexuel de la part de leurs employeurs blancs, leur offrant une protection que la justice refusait de leur donner. Ces défenses botaniques ne laissèrent presque jamais de traces que les autorités blanches pouvaient détecter, ce qui en faisait des outils presque parfaits de résistance clandestine, préservant l'illusion de la soumission tout en sapant les fondements économiques et sociaux de la suprématie blanche. Les rassemblements spirituels qui avaient servi de couverture à la conspiration initiale évoluèrent en réseaux de renseignement où circulaient des informations sur les vulnérabilités des familles blanches, leurs difficultés financières et leurs activités politiques, relayées par des femmes dont les positions domestiques les rendaient invisibles aux yeux du pouvoir. La maison de Maman Rose Vauclair continua de servir de centre de communication où domestiques, blanchisseuses et sages-femmes partagèrent des renseignements pouvant être utilisés pour de futures actions de résistance, créant ce qui constituait le réseau d'espionnage le plus sophistiqué du Sud, entièrement dirigé par des femmes que la société blanche avait systématiquement sous-estimées et ignorées. Les répercussions de ce qui s'était produit à La Rochelle durant cette nuit de février 1882 continuèrent d'influencer le paysage politique et social de la Charente-Maritime tout au long de la décennie. L'impact psychologique sur les propriétaires blancs, créant des conditions qui, par inadvertance, accélérèrent précisément les changements qu'ils avaient tenté d'empêcher. La législation de 1885, qui accordait certaines protections aux ouvriers agricoles, rencontra étonnamment peu de résistance parmi les planteurs charentais, dont beaucoup étaient convaincus qu'offrir des concessions légales valait mieux que de risquer le type de représailles coordonnées qui avait coûté la vie à 11 de leurs pères. La correspondance privée entre législateurs, conservée aux archives de la Charente-Maritime, révèle que plusieurs hommes politiques de premier plan citèrent explicitement les empoisonnements de La Rochelle comme preuve que le maintien de conditions de travail excessivement oppressives pouvait susciter des réactions capables de déstabiliser l'ensemble de l'économie régionale. Lorsque la nouvelle du retrait définitif de l'application des mesures de reconstruction par le gouvernement central parvint à La Rochelle en 1887, la réaction parmi les élites blanches fut sensiblement différente de ce que l'on aurait pu attendre 5 ans plus tôt. Au lieu de célébrer leur liberté retrouvée face à la surveillance fédérale, de nombreux propriétaires terriens exprimèrent en privé leurs inquiétudes quant à leur capacité à conserver le contrôle de leur main-d'œuvre sans l'appui des troupes. Les améliorations économiques obtenues par les familles noires grâce à la paranoïa de leurs employeurs avaient fait émerger une nouvelle classe de propriétaires et d'ouvriers qualifiés, moins dépendants du patronage blanc et davantage capables de résistance organisée si les conditions venaient à se détériorer. Ce basculement des dynamiques de pouvoir signifia que lorsque les campagnes de privation totale des droits civiques commencèrent dans les années 1890, elles rencontrèrent une opposition plus structurée et plus sophistiquée que ce que les suprémacistes blancs avaient anticipé. Antoinette Guillaume, désormais dans la quarantaine, observa ces changements depuis sa position de sage-femme parmi les plus respectées de La Rochelle, comprenant que les graines de transformation semées durant cette sanglante nuit de février continuèrent de croître et de façonner l'avenir de sa communauté, bien après que les conspiratrices originelles fussent passées à la légende. Bien qu'elle ne participât plus jamais à rien qui ressemblât à la violence de 1882, son influence continua de circuler à travers les réseaux de femmes qu'elle avait formés et inspirés, garantissant que le savoir et le courage ayant rendu possible cette justice survivent pour servir les générations futures confrontées à leur propre moment où les recours légaux se révéleraient insuffisants. L'histoire d'Antoinette Guillaume, de La Rochelle, nous oblige à affronter des vérités dérangeantes sur la justice, la résistance et les complexités morales qui surgissent lorsque les systèmes juridiques échouent systématiquement à protéger des populations entières. Son cas représente quelque chose d'inédit dans l'histoire criminelle française, non pas un crime passionnel ou désespéré, mais une campagne méthodiquement planifiée de guerre botanique qui utilisa les fondements mêmes de la confiance domestique pour démanteler une structure de pouvoir ayant opprimé sa communauté pendant des générations. Le raffinement de ses méthodes, la précision de son calendrier et l'efficacité de son réseau remettent en cause toutes les certitudes que nous pourrions avoir quant aux capacités intellectuelles et à l'organisation de ceux qui vivaient sous une oppression systématique.
Le destin final de celles qui furent impliquées révèle les conséquences à long terme d'avoir choisi la violence comme voie vers la justice. Antoinette vécut encore 43 années après cette nuit de février, mourant paisiblement en 1925 à l'âge de 80 ans, s'étant transformée d'instrument de vengeance en guérisseuse qui n'utilisait plus son savoir botanique qu'au service de la vie. Plusieurs de ses co-conspiratrices souffrirent de traumatismes psychologiques durables liés à leur participation. Marie-Françoise Janson finit par s'installer à Nantes, et Bénédicte Vauclair développa ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme un trouble de stress post-traumatique sévère. Quant aux propriétaires terriens qui survécurent à la conspiration, ils vécurent le reste de leurs jours dans un état de paranoïa qui bouleversa profondément leurs relations avec leurs ouvriers et leur sentiment de sécurité dans leur propre demeure. L'impact durable sur La Rochelle et l'ensemble du littoral charentais fut profond et mesurable. En l'espace de 5 ans, la propriété foncière noire dans la région avait augmenté de plus de 200%. Les conditions de travail dans les plantations restantes s'étaient nettement améliorées, et la dynamique psychologique entre anciens esclaves et anciens maîtres s'était transformée d'une manière qui allait influencer le développement de la région pendant des décennies. La conspiration démontra que le savoir, correctement appliqué, pouvait se révéler plus efficace que les formes conventionnelles de résistance violente, mais elle révéla également le terrible prix personnel qu'exigeaient de tels actes de celles et ceux qui les portaient. Cela soulève des questions philosophiques qui n'ont pas de réponse simple. Lorsque les systèmes juridiques échouent complètement, lorsque la résistance pacifique est réprimée par une violence accrue, lorsque toutes les voies légitimes de changement sont bloquées, quelle obligation morale incombe aux opprimés de subir passivement leurs souffrances? Antoinette Guillaume fut-elle une meurtrière de sang-froid qui utilisa sa position de confiance pour commettre des crimes indicibles? Ou bien une combattante de la liberté qui employa les seules armes à sa disposition pour protéger sa communauté de la brutalité continue? Et peut-être plus troublante encore, combien d'autres Antoinettes ont existé dans l'histoire de France et d'outre-mer, dont les récits ont été perdus faute de réunir la même combinaison de savoir, d'opportunité et de détermination implacable? Le mystère qui demeure non résolu à ce jour est de savoir si les méthodes d'Antoinette étaient uniques à son expertise, particulière en toxicologie botanique, ou si des conspirations similaires eurent lieu ailleurs dans la France de l'après-reconstruction, leurs traces effacées par le temps et par la destruction délibérée de documents qui auraient pu témoigner d'une résistance organisée. Des fouilles archéologiques récentes, sur plusieurs domaines abandonnés, ont mis au jour des preuves de cultures végétales inhabituelles, dans des parcelles qui n'auraient dû contenir que des plantes vivrières, suggérant que le savoir qu'Antoinette possédait et utilisait pouvait être bien plus répandu que ne le laissent penser les archives historiques. Qu'en pensez-vous? Antoinette Guillaume fut-elle une héroïne ayant rendu la justice que le système légal refusait de donner, ou une criminelle dont les actes, si compréhensibles soient-ils, franchirent des lignes morales qu'on ne devrait jamais transgresser? Avez-vous entendu, dans l'histoire orale de votre propre famille, des récits semblables de résistance, et comment concilier notre compréhension de l'oppression historique avec nos concepts modernes de justice pénale? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et si cette histoire vous a ouvert les yeux sur une facette de l'histoire de France rarement évoquée dans les manuels scolaires, partagez-la autour de vous pour rappeler que la résistance prend bien des formes, et que toutes ne sont pas confortables à contempler. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. D'autres récits de résistance cachée, de conspirations oubliées, et de sombres secrets enfouis dans le passé de notre pays arrivent bientôt, y compris l'histoire de la plantation de tabac de la Vienne, où une famille entière de contremaîtres disparut pendant la saison des récoltes, et le cas mystérieux de la ferme risicole de la Gironde, où les chevaux de prix du maître furent retrouvés morts sans cause apparente. À la prochaine, et continuez à remettre en question les versions officielles de l'histoire, car la vérité est toujours plus complexe et plus troublante que ce qu'on nous a enseigné à l'école.